Bienvenue à toutes et à tous pour notre discussion du jour. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fascine et qui divise. Le choc des cultures entre le football de club européen, ultra organisé, presque scientifique dans son approche, et la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN. Ce tournoi réputé pour son chaos, sa passion et son intensité brute. Oui, et la question qui nous occupe est simple, mais elle est fondamentale. Est-ce que les clubs européens, qui sont au sommet de la pyramide mondiale, ont vraiment encore quelque chose à apprendre de la CAN? Ou bien est-ce qu'on est face à deux planètes football si différentes que toute comparaison est un peu vaine? Alors de mon côté, je vais être assez direct. Je pense que la CAN est une mine d'or de leçons que l'Europe, avec son obsession pour la tactique et les datas, a un peu tendance à oublier. Je défendrai l'idée que la CAN est une école de caractère indispensable. Et moi, c'est prendre le contre-pied total. Je soutiens que cette idée de s'inspirer de la CAN est une vision romantique, presque folklorique, qui, en fait, ne résiste pas à une analyse rigoureuse des exigences du football de très très haut niveau. La supériorité européenne, ce n'est pas un hasard, elle est structurelle. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Moi, quand je regarde la CAN, ce qui me frappe, au-delà de l'aspect technique, c'est la dimension mentale. On parle d'une pression qui n'a pas d'équivalent en club. Un joueur représente une nation entière, des espoirs immenses. Les matchs sont souvent fermés, hachés, disputés sur des terrains parfois compliqués. Ce n'est pas le football aseptisé des grands stades européens. Et c'est justement là que ça devient intéressant. Les joueurs sont forcés de s'adapter, de trouver des solutions, non pas dans les schémas répétés à l'infini, mais dans l'instant, dans la combativité. C'est une formation accélérée à la dureté en quelque sorte. Je vois l'idée, hein, mais pour moi, tu es en train de décrire des contraintes, pas un modèle. Le football de club européen, c'est une saison de 10 mois, un match tous les 3 jours, avec une exigence de régularité absolue. On ne peut pas fonctionner à l'adrénaline et à l'improvisation pendant 10 mois, c'est juste impossible. Ce que tu appelles la dureté, moi j'appellerais ça un manque de maîtrise en fait. Quand un match est haché et chaotique, c'est souvent le signe que les deux équipes n'arrivent tout simplement pas à imposer leur jeu. Le but d'un grand club européen, c'est précisément de réduire cette part de chaos au strict minimum. Mais le chaos fait partie du football aux Russes. Il n'existe aucune équipe au monde, même le Manchester City de Guardiola, qui contrôle un match à 100% pendant 90 minutes. Ça n'existe pas. Il y a toujours des moments de faiblesse, des moments où il faut souffrir, pour reprendre l'expression. Et c'est là que la CAN devient une formidable école. Prends l'exemple de la Côte d'Ivoire vainqueur en 2023. Ils étaient quasiment éliminés en phase de poule, humiliés chez eux. Leur parcours n'a rien à voir avec une supériorité tactique. C'est une histoire de résilience pure, de force mentale, d'un groupe qui se ressoude dans l'adversité la plus totale. Dis-moi, quel club européen peut apprendre ça avec la même intensité? L'exemple est bien choisi, c'est une magnifique histoire humaine, je te l'accorde, absolument. Mais est-ce un modèle de performance durable? Non. C'est un exploit, c'est une exception. Tu ne peux pas bâtir un projet de club sur l'espoir de vivre un miracle mental. Le succès de City, du Real Madrid ou du Bayern sur la durée, il ne vient pas de leur capacité à survivre au chaos, il vient au contraire de leur capacité à l'éradiquer par une organisation méticuleuse. Chaque joueur sait exactement quoi faire, où se placer à chaque seconde. C'est la répétition des automatismes qui crée la confiance, pas seulement les discours de motivation. Ce que tu décris pour la Côte d'Ivoire, c'est de la réaction. Le football européen de pointe, c'est de l'action, de l'anticipation. Tu opposes la structure au caractère comme s'ils étaient incompatibles. Pour moi, c'est une erreur. La structure, c'est le squelette, mais le caractère, c'est le muscle qui le fait tenir debout quand ça souffle fort. Combien de fois a-t-on vu des équipes, supposément parfaites tactiquement, s'effondrer en Ligue des Champions parce qu'elles n'avaient pas la force mentale pour gérer un moment de pression? Le PSG en est un exemple presque caricatural au fil des ans. Ils ont la structure, les joueurs, la tactique, mais dans le Money Time, il manque cette culture de la souffrance collective. Un joueur qui a connu la pression d'un tir au but en quart de finale de la CAN devant 60 000 supporters survoltés, crois-moi, il n'aborde pas une fin de match tendue de la même manière. Attention, je ne dis pas que le caractère ne compte pas, évidemment qu'il compte. Mais il est le produit de la structure, pas une alternative à celle-ci. Dans un club comme Liverpool sous Klopp, le fameux Fighting Spirit, il n'est pas né de nulle part. Il est le résultat direct d'un système de jeu, le Gegenpressing, qui exige une intensité et un engagement collectif de tous les instants.
Le caractère est forgé au quotidien par l'exigence tactique. Tu vois la différence? Ce n'est pas une valeur abstraite qu'on invoque comme ça, c'est la conséquence d'une méthode de travail rigoureuse. À la CAN, faute de temps pour mettre en place des systèmes aussi complexes, on se rabat sur des valeurs plus primaires. Le courage, l'engagement. C'est respectable, mais ce n'est pas le même niveau de sophistication. Je ne suis pas d'accord avec cette hiérarchie. Tu parles de valeurs primaires, comme si elles étaient moins importantes. Pour moi, elles sont fondamentales. Elles sont le socle sur lequel tout le reste se construit. Tu peux avoir le meilleur plan de jeu du monde. Si tes joueurs n'ont pas la faim, l'envie de se battre les uns pour les autres, ton plan s'écroule à la première difficulté. La CAN est un rappel constant de cette vérité. Regarde l'équipe de Zambie en 2012. Sur le papier, ils n'avaient aucune chance contre la Côte d'Ivoire de Drogba et Yaya Touré. Tactiquement, ils étaient inférieurs. Mais ils avaient une histoire, une cause qui les dépassait, et ils ont gagné. Ça, ce n'est pas une valeur primaire, c'est l'essence même du sport de haut niveau, la capacité à se transcender pour un objectif commun. C'est une leçon que beaucoup de vestiaires de clubs remplis de stars aux égos surdimensionnés feraient bien de méditer. C'est encore une fois un exemple magnifique, mais qui, pour moi, confirme ma thèse. C'est une histoire de coupe, un exploit one-shot. Sur un championnat de 38 journées, la Zambie n'aurait jamais terminé devant la Côte d'Ivoire. Le format de la CAN à élimination directe favorise ces scénarios. Le football de club, lui, récompense la régularité, la constance. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut une structure tactique supérieure. L'art de souffrir, c'est une compétence utile, certes, mais l'ambition d'un grand club, ce n'est pas d'apprendre à souffrir, c'est d'imposer son jeu pour ne justement pas avoir à le faire. Le contrôle est l'objectif. La souffrance, c'est ce qui arrive quand tu as perdu ce contrôle. Mais ce contrôle est une illusion. C'est ça que j'ai l'impression que tu ne vois pas. Le match parfait où tout se déroule comme prévu, ça n'existe pas. Même les plus grandes équipes sont bousculées. Et leur grandeur se mesure aussi à leur capacité de réaction dans ces moments-là. C'est une compétence active, pas juste un plan B. Savoir défendre bas, en bloc, accepter d'être dominé sans paniquer pour mieux piquer en contre, c'est une arme tactique à part entière. Beaucoup d'équipes africaines excellent dans ce domaine parce que c'est souvent leur seule chance. Elles en ont fait une culture. Et on voit bien que les équipes européennes qui maîtrisent aussi cet art de souffrir, comme l'Atlético de Madrid de Simeone pendant des années, sont extrêmement difficiles à jouer. Elles ont cette âpreté et cette culture du combat que tu retrouves à chaque match de la CAN. L'exemple de l'Atlético est intéressant, mais c'est devenu l'exception dans le football d'élite qui vise le sommet. Les vainqueurs récents de la Ligue des Champions sont des équipes qui prônent le contrôle. Tu parles des conditions de jeu en Afrique, des terrains difficiles, mais c'est précisément parce qu'ils ont ces contraintes qu'ils développent un certain type de football. Les clubs européens, avec leurs infrastructures, leurs pelouses parfaites, n'ont aucune raison de s'inspirer d'un modèle qui est, par essence, une adaptation à des conditions moins favorables. Ils cherchent au contraire à créer un environnement où le talent peut s'exprimer pleinement. Pourquoi un club qui investit des millions dans une pelouse, un billard, chercherait à copier le style de jeu d'une équipe qui joue sur un terrain bosselé? C'est stupide, un non-sens stratégique. Parce que la vie n'est pas un laboratoire. Tu ne joueras pas toujours dans des conditions parfaites. Il y aura toujours un déplacement difficile, un adversaire rugueux, un public hostile. Le football, ce n'est pas que de la tactique sur un tableau blanc. La CAN prépare les joueurs à l'imprévu, à l'adversité sous toutes ses formes. Un joueur qui sort de là est mentalement blindé. Il a appris à se concentrer sur l'essentiel, à ne pas se chercher d'excuses. C'est une plus-value immense. On ne parle pas de copier un style de jeu, mais de s'inspirer d'un état d'esprit, d'une culture de la gagne qui ne dépend pas des conditions extérieures. Je pense qu'on touche au cœur de notre désaccord là. Toi, tu vois la CAN comme une source de valeurs pures et universelles. Moi, je la vois comme un écosystème spécifique, avec ses propres contraintes, ses propres solutions qui ne sont pas nécessairement transposables. L'intensité de la CAN, elle est aussi le fruit d'un temps de préparation très court. Les sélectionneurs n'ont pas le temps de mettre en place des automatismes complexes. Ils se concentrent donc logiquement sur la cohésion, la motivation, des principes simples. Un entraîneur de club a le luxe du temps. Il peut et il doit viser un niveau de complexité tactique bien plus élevé. L'intensité là-bas, c'est presque une conséquence d'un manque de préparation, pas un objectif en soi. Donc, pour conclure de mon côté, je reste persuadé que le football européen, dans sa course à l'optimisation, perd parfois de vue l'essentiel. La CAN, avec son côté plus brut, plus humain, lui rappelle que la victoire se joue aussi et surtout dans les têtes et dans les cœurs. La résilience, l'adaptabilité et la force d'un collectif soudé dans l'épreuve ne sont pas des notions romantiques, ce sont des compétences décisives et la CAN est aujourd'hui la meilleure compétition au monde pour les forger. Et je conclurai en maintenant que si le spectacle de la CAN est admirable,
Il ne constitue pas une feuille de route pour l'excellence durable au plus haut niveau. Le succès constant des clubs européens repose sur des principes opposés, la planification, la discipline structurelle et l'innovation tactique pour maîtriser le jeu et non pour y survivre. L'intensité de la CAN est une magnifique exception culturelle, mais vouloir l'appliquer comme modèle, c'est confondre un sprint passionnant avec les exigences d'un marathon impitoyable. Le débat reste donc ouvert. Faut-il voir dans la CAN une école de caractère indispensable, un retour aux sources d'un football plus authentique, plus combatif? Ou n'est-elle qu'un miroir grossissant qui, par contraste, met en lumière la supériorité de l'organisation et de la maîtrise tactique développée en Europe? La question de savoir où se situe le juste équilibre entre ces deux philosophies, elle continue d'animer le football moderne.